Je suis très heureuse d'avoir gardé toutes ces toiles en pensant qu'un jour je pourrais les montrer parce que ce sont des œuvres clés. Et d'ailleurs, quand les gens viennent dans l'atelier qui me disent « Ah, celle-là, elle est formidable, je la veux », je dis « Non, non, ça fait partie de ma collection, c'est muséal ». Mais maintenant, je vais pouvoir les montrer, donc il y a beaucoup plus de gens qui vont pouvoir les voir. C'est la recréation d'une histoire, oui. Oui, oui. Bah, c'est mon histoire, en fait. Ce qui est essentiel dans une œuvre rétrospective, c'est que l'on voit la trajectoire d'un artiste. On comprend ce qui l'a mû depuis le départ, comment il l'a développé, quelles ont été les bifurcations. C'est donc fondamental pour le spectateur et pour l'artiste de voir la rétrospective de celui-ci. Parce que là, on comprend ce qu'il a voulu transmettre. J'ai mon pinceau, je suis devant la toile, mais je rentre dedans. Je rentre dedans physiquement et mentalement. C'est pour ça que je travaille très lentement. C'est qu'en fait, je me projette dans le trait. Je deviens la vague. Ça demande une concentration, ça demande beaucoup d'énergie et de présence. C'est-à-dire, je pense à plein de choses en même temps. Et en même temps, le pinceau, je laisse le geste libre. J'essaye d'être le moins possible volontaire. C'est comme si le pinceau faisait bouger mon bras. C'est comme si le trait faisait bouger mon corps. On est passé au-delà de la gestuelle qu'on connaît d'elle. Cette gestuelle, quelque chose un peu de l'expression presque lyrique aussi à des moments. Elle a trouvé une marque en utilisant des matériaux comme la brosse, des choses qui ne sont pas traditionnelles dans la peinture, pratiquement pour avoir une absence d'intervention. Elle pourrait d'ailleurs faire ça avec la main, je pense que ça serait assez beau. Je parle très peu des dessous de mon travail, c'est-à-dire qu'on le voit formellement, on voit les couleurs, c'est gestuel, etc. Mais on ne sait pas forcément qu'il y a toujours quelque chose derrière, parce que j'ai besoin qu'il y ait quelque chose derrière, sinon ça ne se déclenche pas. Chez Nagia, il y a deux pans. Il y a ce plan symbolique, spirituel, d'une calligraphie féminine, de vitalité qui va du côté du corps, du geste et aussi d'une dimension spirituelle. Mais elle a souvent travaillé en fonction d'événements qui l'ont bouleversée. Et par exemple, elle a fait une série de coupoles au moment de la guerre de la Bosnie. Il y avait une certaine indifférence par rapport à cette guerre et Nagia l'a vécue assez douloureusement. L'intérêt, pour moi, c'est de capter à travers la photo, à travers les croquis, non pas vraiment la forme, mais la sensation que j'ai face à la fleur. Il n'y a pas de tige, il n'y a pas de feuilles, mais il y a tout le mouvement à l'intérieur de la fleur qui dit justement l'épanouissement dans l'espace, mais l'épanouissement aussi dans le temps et le côté éphémère. Dans les fleurs de Nadja, j'ai trouvé quelque chose de tout à fait spécifique. D'abord, tout un travail de la ligne,
comme mouvement du corps et mouvement du geste. Et ce trait est à la fois concret, puisque c'est des fleurs, et abstrait. Après, on passe à des fleurs de couleur, des fleurs plissées, ce qu'elle appelait des fleurs flues. C'est-à-dire que la fleur devient le symbole de la fluidité des choses, de la fluidité du monde. Et dans ces immenses plissés floraux, on a vraiment l'émergence de la beauté et de la beauté ambiguë. Et c'est cette beauté ambiguë qu'elle va trouver en Espagne quand elle va inscrire dans le cœur des fleurs les désastres de la guerre et les scènes de violence de Goya. Ça fait 30 ans que je travaille, mais j'ai toujours cette volonté de liberté. L'inspiration, c'est très mystérieux en fait. Ça me demande une certaine passivité, mais j'ai confiance dans l'état dans lequel je suis qui va faire en sorte que les choses vont venir d'elles-mêmes. Je montre de l'invisible parce que l'émotion, la volupté de peindre, la spiritualité, tout ça c'est de l'ordre de l'invisible. Le corps est son outil véritable de travail et sa peinture exprime vraiment cette relation intime entre la peinture, le dessin et la danse. Il ne cherche pas, à vrai dire, à représenter le réel, mais plutôt à exprimer une certaine énergie, un dynamisme. Et quand on voit sa peinture, il y a à la fois un dynamisme du geste, le corps de l'artiste, du poignet de la main, du bras, et du corps entier, est mobilisé pour réaliser ses œuvres de grand format. Et puis, ces œuvres elles-mêmes dansent en réalité. Quand on les voit, elles sont modulées, elles se creusent et se contorsionnent. Et tout cela parle de la danse d'une manière intense. Quand j'ai redécouvert Loie Fuller, danseuse américaine, j'ai été complètement sidérée par les affinités entre les volutes que j'avais peintes et puis cette danse serpentine. Quelle affinité j'ai avec elle? Pourquoi est-ce que ces volutes ressemblent tellement à sa danse? Et je me suis dit que c'était sans doute parce qu'elle exprimait quelque chose de son intériorité dans un espèce de mouvement comme ça, extrêmement dynamique. Et ça, peut-être que c'est quelque chose de féminin, tout simplement. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on est toutes les deux des femmes et que donc cette intériorité, on l'exprime de cette façon-là. Cette série-là, c'est à partir d'une sculpture de Camille Claudel qui s'appelle La Valse. Donc c'est un homme et une femme qui s'enlacent, qui tournent comme ça. Et il y a un drapé tout à fait extraordinaire qui dit beaucoup plus que les personnages qui tournent, que les visages ou que les bras. Tout est dans le drapé. Elle a travaillé longtemps sur ce thème-là, de la passion, en fait. C'est le thème de la passion. Alors peut-être parce que je suis passionnée, c'est les couleurs de la passion, le noir et le rouge. Ce corps n'est pour elle intéressant que parce qu'il est mu par une énergie et qu'il s'ouvre sur une dimension spirituelle. Cette toile rouge est inspirée par Greco. Alors elle est influencée par rapport à une toile précise qui s'appelle l'espolio. L'espolio étant la traduction en espagnol de la tunique, c'est la tunique dépouillée du Christ. Greco est un artiste de la synthèse. Et Nagia, pour moi, est dans une synthèse. Elle est dans la synthèse entre l'Orient et l'Occident. Il y a quelque chose de l'ordre du sensible, de la couleur, de la calligraphie, de l'ornementation, si l'on veut, orientale, mais aussi de par la liberté de ses gestes, de par l'invention de ses formes, du côté du contemporain occidental. Quand
quand on étudie son art, il y a des références claires à un certain Maroc, à travers certains motifs, à travers certaines couleurs, à travers certains gestes, à travers certaines références, mais il va au-delà de cela. Il y a aussi tout ce qu'il a nourri dans l'univers occidental et c'est cette synthèse qui n'est pas du tout artificielle qui lui donne cette puissance. À Paris, je me sens très bien pour des raisons culturelles. Essaouira, là où je suis en pleine campagne. Ce que j'ai de très fort là-bas, c'est le rapport à la nature et le rapport au cosmique. Parce que c'est une campagne extrêmement... je suis dans l'immémorial, en fait. Ça s'appelle Gnawassoul et c'est sur l'africanité du Gnawa. Donc tout à coup, j'ai eu envie de travailler de façon un petit peu plus géométrique. Voilà, c'est une forme symétrique, mais il y a une asymétrie au niveau des couleurs, comme on peut trouver dans certains masques africains. Ça fait partie de l'histoire des Essaouira et de l'histoire du Maroc, le Gnawa. Il va y en avoir 4 dans l'exposition Face à l'histoire. Ça, c'est une sculpture assez dramatique de Maï. Et derrière, c'est un warflower où c'est un... Bon, c'est la guerre, c'est les désastres de la guerre. Enfin, ça colle complètement. Avec Najia, nos travaux se flattent mutuellement. C'est une fille qui a beaucoup de force dans son travail. A priori, on voit des fleurs et tout ça, mais dès qu'on rentre là-dedans, on voit tout un travail extrêmement grave. J'ai horreur de l'habitude et c'est pour cette raison que je change de technique à un moment donné, au bout de 10 ans. J'ai besoin d'une autre technique parce que l'habitude ne m'intéresse absolument pas. Je m'ennuie en répétant. C'est une peintre dont la sensibilité, dont le pinceau, dont l'expression, moi, m'a toujours fasciné. Et au fil des ans, son talent s'affirme, se confirme, et elle est aujourd'hui l'une des très grandes. Il y a encore des gens à qui le nom de Najia Mehaji ne dit rien. J'espère bien d'ailleurs que cette exposition va contribuer à faire changer les choses. Nous avons visité le musée longuement avec Najia, en commençant à imaginer où mettre les grands tableaux qui ont besoin de beaucoup de respiration, qui ont besoin de beaucoup d'espace. Donc on s'est par exemple attaché au début à la grande salle où sont exposées Souira, Marie-Madeleine. Donc conçu comme cela, un peu salle par salle. Et puis ensuite, j'avais envie que l'exposition parle d'elle-même. Et pour qu'elle parle d'elle-même, je voulais parler de l'universalité des sources d'inspiration de Najia. Je voulais dire que son regard s'était aussi bien posé sur la beauté de la nature que sur la beauté des grandes œuvres d'art de l'humanité. Mais c'est les mêmes sticks, tu sais, c'est les gros sticks à l'huile que j'utilise. La ronde des roses éternelles. Ouais. Donc pour cela, j'ai choisi d'exposer en contrepoint des œuvres qui viennent de l'Institut du monde arabe, du musée d'Orsay, du musée des arts décoratifs, et qui montrent un peu que ces sources d'inspiration sont universelles, ce qui confère aussi à son travail une valeur universelle et une valeur intemporelle. J'ai fait de la litho, j'ai fait des sérigraphies, mais c'était toujours sous forme d'édition à 30 exemplaires, 60 exemplaires. Là, pour la première fois, ce sont des créations que je fais ici à Yfitry. Moi, j'avais envie de faire tout un travail sur ces visages de femmes devant des ruines détruites par la guerre et d'apporter quelque chose de mon travail contre cette barbarie. Avec Mustapha Romli, à Yfitry, on a pu réaliser de très grandes sérigraphies de 2 mètres par 1,50 m. Tu peux mettre beaucoup ici. Hein? Tout ça ici. Ici, non, pas sur ça. Comme ça, ici. Ça veut dire que tu mets ça, ça sert bien. Tu vas ramasser comme si tu ramasses ça, et tu les amènes et tu pars. Tu t'en fous toi, parce qu'après, moi, je vais corriger la reste.
Je travaille avec lui pour le choix des images et ensuite j'interviens picturalement en fonction de chaque sérigraphie. Les sérigraphies étant à chaque fois des œuvres uniques. Arrête. Ça. Non, c'est super. Bien monté. On va le monter comme ça, on le voit. En fait, on utilise un film qui est transparent et on fait une impression, on va dire une installation sur de la soie et toutes les parties opaques, il devient transparent, c'est comme un procédé photographique. Et quand on imprime, toutes les parties, on va dire, qui sont vides et transparentes, c'est ça qui devient opaque sur la toile. Comme ça qu'avant on le voyait pas. Bravo! Mon travail de peinture, c'est des lignes de vie, des lignes qui sont dynamiques, qui sont aussi des lignes d'espoir et des lignes de résistance. Je suis épuisée. C'est comme si j'avais fait un exercice de performance. Quand je peins habituellement, c'est sur une toile blanche. Là, il y a déjà une image. Et le fait qu'il y ait une image, ça change tout pour moi parce qu'en fait, je réagis à cette image. Et donc, le travail que je fais, le travail du mouvement, le travail de la peinture, les couleurs que je choisis, c'est en fonction de l'image. C'est vraiment un langage avec l'image. Le geste, il est long, il s'inscrit dans le temps. Et donc, avec le geste, il y a du plaisir, il y a de la douleur. C'est un mélange de sentiments chez elle. Et je crois que le résultat, c'est vraiment cette complexité et en même temps simplicité qui rend ses œuvres aussi fortes. Sans le public, l'œuvre n'existe pas. Sans le regard de l'autre, l'œuvre n'existe pas. Je suis toujours à l'affût de savoir ce que les gens voient. Parfois, je suis très surprise parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Et je suis très contente parce que je me dis, tiens, voilà, c'est quelque chose de plus. Il faut qu'une œuvre puisse être vue par des gens très différents, de cultures très différentes, d'âges très différents. Il faut que ça soit vu, que ça puisse être vu par tout le monde. Pour moi, ça, c'est très important. Les jeunes artistes d'aujourd'hui peuvent être reconnaissantes, puisque sans des femmes comme Najia Mehadji, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas encore beaucoup de femmes dans les musées et dans les galeries. Donc elle a vraiment un peu un rôle de pionnière, je dirais.